Alors la partie suivante, comme l'a dit notre vice-recteur, enfin elle a dit à peu près notre vice-recteur, on va pas mettre le chaos, on va mettre le chaos dans l'affaire. Hein. On s'est dit qu'une partie d'échange était aussi essentielle par rapport à ce qu'on est en train de vivre ce matin. Et donc on a prévu une série de questions qui vont vous être posées. Vous allez avoir un lien qui vous permettra de répondre à ces questions. Alors, c'est à la fois un travail de précision, il faut trouver la bonne réponse, mais c'est aussi un travail de vitesse. Aïe, vous voyez. Et puis, il y aura chaque fois une petite explication et sans doute quelques digressions des collègues et de Michael par rapport à ce qui vous est proposé. Je passe la parole. Ah, tu as un micro ? Alors, test. Oui, j'ai mon propre micro, c'est magnifique. Je vais inviter Evelyne et Anthony à nous rejoindre. Et en attendant, je vous invite à prendre vos téléphones et à vous connecter au Wi-Fi. Vous voyez le mot de passe sur l'écran. Et ensuite, on passera au petit jeu. Alors, donc, pendant que vous êtes en train de connecter le Wi-Fi, donc vous avez le code à l'écran. Je me présente, je m'appelle Sandra et je vous présente ma collègue qui s'appelle Sarah. Et c'est à deux que nous allons animer cette activité, qui est donc bien un caout. Alors, je vous donne tout de suite l'information. Pour moi aussi, c'est un outil nouveau, donc on va tous découvrir ensemble. Ça va être génial. Oui. Et il y a un cadeau à la clé. C'est pas pour faire monter votre compétitivité, mais on me glisse dans l'oreillette qu'il y a dans ce petit sac un ballon. Non, c'est pas un ballon. Mais donc, il y a un cadeau à la clé pour le gagnant de ce caout. Comme l'a dit le professeur Demeuse, on est bien sur quelque chose où il faut répondre non seulement correctement, mais en plus le plus vite possible, parce que vous allez être beaucoup à répondre correctement. Ce seront les plus rapides qui auront une chance de l'emporter. Et on voit déjà les premiers scanners rapides apparaître à l'écran. Donc vous voyez bien, comme vous l'indique Sarah avec sa merveilleuse petite souris, que c'est là qu'il faut scanner. Voilà, voilà. On a un cerveau borgne, on a un chat avec un chapeau, on a un soleil qui fait du ski. On a un renard qui a froid, on a un renard qui est borgne aussi. Décidément, il se passe des choses dans la forêt. Qu'est-ce qu'on a ? On a un lapin qui a froid, qui est sans doute parti avec le renard. On a un ours qui s'est déguisé pour pas qu'on le reconnaisse. Alors, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de scanner. Nos orateurs se préparent. Est-ce que tout le monde a réussi à... Non, Chiara est encore occupée. Est-ce qu'on est OK ? Tout le monde s'est connecté ? Tout le monde a son petit personnage ? Eh bien, voilà. Donc, des questions vont apparaître à l'écran et vous aurez le pendant sur votre propre téléphone pour pouvoir répondre. On va faire un... Non, on n'y est pas encore. Et on va démarrer. Voici, attention, la première question. Quel est l'animal préféré de Michael ? Est-ce que c'est le renard, la souris, la taupe ou la belette ? Eh bien, je vois que tout le monde a répondu le renard. Eh bien, non. Je vais passer la parole à Michael, qui est très triste que personne n'ait identifié cette réalité. Je vous en prie. Il y a vraiment une dimension affective avec le personnage de Ferdinand. Et c'est vrai que maintenant, chaque fois que je le vois représenté, je suis extrêmement ému par ce personnage, même si c'est le mien. Donc, navré de vous avoir conduit en erreur. Merci beaucoup, Michael. On se coordonnait un petit peu au niveau de la technique. Et donc, au niveau des résultats, il n'y a personne qui a réussi. Voilà. Bonne nouvelle, vous êtes à égalité. Oui, voilà. Alors, je compte sur vous, on se reconcentre. Et c'est parti pour la question suivante.
Michael a écrit Les souvenirs de Ferdinand Taupe, le premier volume de la série, en 3 semaines, 1 an, 3 ans, 3 mois. Les réponses s'accumulent. Et ça, c'est un petit peu réparti au niveau des choix, mais donc c'était bien 3 semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je vous ai donné quelques indices tout à l'heure, j'ai failli donner la réponse, mais je l'ai écrit pendant le confinement, intégralement pendant le confinement. Puisque donc on a été confinés 2 mois, et je pense que... Alors moi, en n'ayant aucune famille malade, ayant tous mes proches près de moi, j'ai eu un confinement extrêmement doux. J'étais libraire, donc de 9h à 23h, et en fait là, les confinements, ça a été des vacances pour moi. Donc premier mois de Switch, deuxième mois, il y a 22... Alors j'ai écrit 24 chapitres pour Mémoire de la forêt, je l'ai écrit en 24 jours. J'ai écrit 1 chapitre par jour, mais je pense qu'il y avait ce cocon de création qui était celui-ci, qui était vraiment un moment d'une douceur infinie pour moi, où on a bien mangé, j'étais en famille, j'avais mon chien, donc c'était... Voilà, ça a été un moment vraiment privilégié, et je vous rassure, j'ai mis beaucoup plus de temps sur les autres. Ensuite, j'ai vraiment galéré après. Et donc, votre recommandation pour tous ceux qui ont un roman qui attend dans le tiroir, c'est de bien manger, rester en famille et traîner à la maison. Mais je cherche encore, j'essaie de retrouver, vous savez, c'est comme quand vous réussissez un examen, vous voulez remettre le même pantalon, c'est la même chose. Je recherche ces conditions d'écriture en me disant, j'ai besoin de ce... Mais non, ça non. Mais oui, je recherche toujours ça. Je comprends. Un grand merci pour cette réponse. Et au niveau des résultats, tiens. Il y a qu'une... Oui, d'accord. Mais donc c'est Pauline qui pour l'instant est en tête. Pauline Tigre, pour être précis. Question suivante. La littérature jeunesse existe pour dispenser des savoirs et une morale, guérir, donner matière à penser, à se poser des questions et à trouver, ou donner des réponses. Je vois que les réponses se complètent et de nouveau quand même une bonne grosse partie du groupe qui choisit la bonne réponse, qui était donner matière à penser, à se poser des questions et à trouver. Et pour ça, je vais passer la parole à Evelyne Annecourt, qui est responsable des relations médiateurs à l'École des loisirs, pour nous en dire un peu plus. Donc voilà, je pense que Michael a bien introduit tout à l'heure la question. Donc c'est vraiment d'avoir une vision. La littérature jeunesse, les albums, les romans vont proposer la vision du monde, enfin les émotions, une illustration, une symbolisation des émotions et d'une manière d'appréhender le monde d'un auteur. Et c'est le lecteur qui, en se confrontant à une vision qui est différente de la sienne, ça va lui permettre, et évidemment chaque lecteur se projette lui-même dans la lecture, et c'est la rencontre pour moi des deux, de l'univers de l'auteur et de ce que le lecteur amène de lui, de sa vie, qui va lui permettre de trouver d'autres repères, d'autres lumières. Mm-hmm. Voilà. C'est vrai que c'est un exercice difficile d'amener les gens à se poser des questions. Voilà. Et donc c'est à contrario de ce qu'on pensait bien avant les années 60, que la littérature jeunesse existait pour éduquer les enfants ou pour leur apprendre quelque chose. Je vois. Merci beaucoup pour cette réponse. Et pour l'instant, c'est toujours Pauline qui est en tête. Bon, elle avait un petit peu d'avance, suivie de Noémie et Eléa. Et nous allons passer à la question suivante. Tout le monde se prépare et se concentre. La littérature jeunesse toujours simplifie le message, reflète l'authenticité d'une expérience et l'engagement d'un auteur, évite les sujets traumatisants, ou alors toutes ces réponses sont valables. Je vois que presque tout le monde a participé et vous avez fait des choix divers, mais donc la bonne réponse était bien de refléter l'authenticité d'une expérience et l'engagement d'un auteur. Et je vais de nouveau demander à Evelyne de nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Donc je pense que c'est ce que je viens d'expliquer, reflète l'authenticité d'une expérience et l'engagement des auteurs. Et c'est surtout
à contrario de la littérature jeunesse ne simplifie pas le message. Donc l'idée, ce n'est pas de s'adresser autrement parce qu'on parle, parce qu'on écrit pour des enfants. Ce que la littérature jeunesse, que l'album jeunesse, que la plupart des éditeurs, comme l'École des loisirs, veulent mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on peut parler de tout aux enfants, du moment qu'on le fait avec respect, bienveillance. Mais donc il ne s'agit pas de simplifier le message et de dire ce livre parle de la maladie d'Alzheimer, de la mort, du suicide ou que sais-je. Surtout pas pour les enfants, on va oublier le mot. Mais non, c'est d'avoir une manière de s'adresser à eux, bien sûr, qui reflète l'authenticité de ce que l'auteur a à dire, mais surtout pas simplifier le message. Et ne pas éviter les sujets traumatisants, bien sûr, on peut parler de tout. Chacun des tomes de Mémoire de la forêt était hautement traumatisant. Pour le lecteur ou pour l'auteur? Je comprends. Et vous avez aussi l'impression que c'est une évolution plus récente dans la littérature? Oui, alors oui, ça c'est très clair. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a des livres pour enfants depuis très longtemps. Et avant d'ailleurs, la psycho, puisqu'on est ici en faculté de psychologie, la psychanalyse a joué beaucoup dans l'histoire de la littérature jeunesse, puisqu'avant les années 60, voilà, c'est vraiment la psychanalyse, la psychologie qui ont considéré dans les années 60 l'enfant comme un sujet. Et à partir de ce moment-là, qu'il fallait aider à grandir, à appréhender le monde. Et à partir de ce moment-là, c'est dans les années 60 qu'on voit arriver les grands auteurs comme Maurice Sendak, qui a écrit Max et les Maximonstres, ou Tommy Ungerer, qui vont prendre au sérieux ces enfants et avoir envie de les aider en leur donnant leur vision du monde et en surtout leur parlant de tous les grands sujets. Alors Tommy Ungerer a dit à l'époque un peu, avec la volonté de provoquer, mais il répétait à qui voulait l'entendre, il faut traumatiser les enfants. Alors voilà, c'est ce que Michael vient de dire. Évidemment, il n'entendait pas traumatiser dans le sens leur faire du mal, mais c'était les bousculer les certitudes et proposer des nouvelles visions du monde qui vont pouvoir à un moment donné rencontrer leur intérieur et leurs sentiments. Enfin, il faut, voilà, les enfants sont des êtres qui ont une grande sensibilité parce qu'ils n'ont pas le recul de l'expérience ou de la raison comme nous l'avons adultes. Et voilà. Eh bien, sans vouloir spoiler, c'est un sujet qui va revenir dans quelques questions suivantes, mais un sujet passionnant. Et donc, ça nous amène à notre tableau de score qui bouge, avec toujours Pauline en tête, mais c'est maintenant Eléa qui la suit d'un petit peu plus près. Et nous passons à la question suivante. Parmi ces 4 personnes, laquelle a donné son nom à la maladie de l'oubli-tout? C'est par photo et non pas seulement par nom. Voici que les photos apparaissent. Vous pensiez que ça allait être plus facile que ça, hein? Alors, attention, toujours pas de... Ah si, ça y est, ça commence. Les personnes commencent à donner des réponses. Alors, ça peut fonctionner par élimination, si on a une bonne tendance à s'informer dans les médias. Je vois que les derniers hésitants commencent à répondre. Et nous y sommes presque. Alors normalement, je vous spoil, c'est pas le 4. Et voici les réponses. Et c'était bien la première photo de Alois Alzheimer. Et ce n'était donc pas d'Eric, ce n'était pas Doc et ce n'était pas Freud. Et donc Pauline est toujours en tête, suivie cette fois-ci de Augustin. Décidément, le classement bouge quand on est derrière Pauline. Et pour ça, je vais passer la parole à Isabelle Simoes-Loureiro à propos de Alois Alzheimer. Oui, voilà, c'était l'occasion pour moi de vous dire un petit mot sur... Oups. Il faut revenir en arrière, Sarah. On peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière. Oui, on peut revenir en arrière. Aucune inquiétude, on peut revenir en arrière. Ou alors on peut faire les deux d'un coup. Allez-y, et je ferai les deux... Je ferai les 2 questions. Voilà, je n'ai plus le temps de vous lire la question. Je vous laisse la lire vous-même.
Écoutez, c'est pour ajouter un peu de challenge. Ça Voilà. devenait trop simple. Il faut que Pauline soit détrônée de sa première place. Je compte sur vous. Et donc, je passerai la parole à Isabelle Simoes-Loureiro pour une réponse globale sur Oui, tout à les fait. 2 questions. On va faire ça Alors, ensuite. eh bien oui, les conditions du direct font que ça a été un petit peu plus stressant, plus compliqué, moins de bonnes réponses. Mais donc, Ne- concernant la maladie d'Alzheimer, ça concerne surtout les personnes âgées, les femmes et les personnes qui ont des risques cardiovasculaires. Les autres Ouais. réponses n'étaient pas tout à fait exactes. Voilà. Alors, je vais tout d'abord vous parler d'Aloïs Alzheimer. Je vais proposer à Sarah de patienter un tout petit peu avant de donner les résultats. Suspense donc. Donc, concernant la première question et Aloïs Alzheimer, c'était pour moi l'occasion de vous donner un petit mot explicatif sur la découverte de la maladie. Donc, vous dire qu'en fait, Aloïs Alzheimer, c'est un médecin, neurologue, psychiatre d'origine bavaroise. Et pour la petite anecdote, un peu fun fact, il a terminé ses études de médecine en réalisant un travail de doctorat qui n'a absolument rien à voir avec la maladie d'Alzheimer, puisqu'il a travaillé, je ne sais pas si tu le sais, non? Quelqu'un le sait? Non? Personne ne le sait? Eh bien, en fait, il a travaillé sur les glandes productrices de cérumen. Donc, rien à voir. C'est ensuite qu'il s'est intéressé à d'autres sujets. Et notamment, il est devenu psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Francfort. Et c'est là qu'il a rencontré une patiente jeune, 51 ans, c'est Auguste Deter. Et elle est admise à l'hôpital psychiatrique pour des troubles qui sont très déroutants pour son âge, puisqu'elle a des grosses difficultés au niveau de la mémoire, elle a des problèmes de langage, elle a des difficultés de concentration. Et à une époque où on parle de la folie, Aloïs Alzheimer se rend compte en fait qu'il y a probablement quelque chose d'un peu différent qui est à l'œuvre dans le cas d'Auguste Deter. Et donc il va suivre cette patiente de manière assez rigoureuse et jusqu'à sa mort, où il obtient l'autorisation de l'époux d'Auguste Deter pour faire une autopsie et pour réaliser une analyse histologique du cerveau de cette patiente. Et c'est là qu'en réalité, il découvre des lésions qui sont aujourd'hui bien connues pour être celles typiques de la maladie d'Alzheimer, donc les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Et il va publier un article à ce sujet en 1906. Et son mentor, peut-être que certains dans la salle le connaissent, c'est Émile Kraepelin. Donc c'est le père fondateur de la psychiatrie. C'est son mentor qui lui dit mais tiens, est-ce que tu ne donnerais pas ton nom à cette maladie? Et c'est comme ça que c'est devenu la maladie d'Alzheimer. Donc il y a plus d'un siècle de cela. C'est une histoire que je trouve chaque fois passionnante et je ne retiens jamais chaque fois que tu dis. Et donc son mentor est Émile Kraepelin. À chaque fois, je le redécouvre. Mais donc, est-ce que tu pourrais aussi nous parler un petit peu de cette deuxième question sur qui finalement est concerné par la maladie d'Alzheimer? Oui, tout à fait. Donc en fait, tout le monde n'est pas concerné de la même manière, puisqu'effectivement, il y a des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc ça, on en discutera tout à l'heure de manière plus ample lors de l'atelier de neuropsychologie. Mais le premier facteur de risque de la maladie, c'est l'âge. On sait que c'est une maladie qui débute aux alentours de 65 ans plus ou moins, avec une prévalence dans la population générale de plus ou moins 5%. Plus on avance en âge, plus le cerveau en fait devient vulnérable aux modifications biologiques qui sont celles de la maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que on vieillit et donc on va développer une maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que le cerveau devient un tout petit peu plus vulnérable, notamment à l'accumulation de protéines toxiques, au processus inflammatoire, etc. Aux alentours de 85 ans, on se trouve à une prévalence de plus ou moins 25% de personnes qui sont atteintes de pathologies neurodégénératives. Donc effectivement, l'âge, c'est le premier facteur de risque qui est non modifiable. Le deuxième, c'est le sexe. On sait que les femmes sont plus concernées. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées pour expliquer pourquoi les femmes sont plus concernées. Tout d'abord, il y a une hypothèse qui est simplement liée à la longévité. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes et comme le premier facteur de risque, c'est l'âge, c'est logique de constater qu'effectivement, les femmes sont plus concernées. Mais les chercheurs ne sont pas arrêtés à cette hypothèse-là. Et il y a eu d'autres recherches qui montrent notamment qu'il y a des facteurs hormonaux aussi qui sont impliqués. Avec la ménopause, il y a une diminution de la production d'œstrogène qui est protecteur au niveau du cerveau. Et donc,
les femmes vont avoir moins de protection au niveau de leur cerveau à partir de la période ménopausique. Donc voilà. Et puis, donc ça c'est pour les facteurs qui ne sont pas modifiables. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des facteurs qui sont modifiables, et notamment tout ce qui est lié à la santé cardiovasculaire. Donc c'est modifiable. Pourquoi ? Parce que d'une part, on peut détecter du diabète, on peut détecter de l'hypertension, du cholestérol, et puis on peut traiter ces facteurs-là. Donc on a finalement des leviers d'action aussi pour diminuer le risque d'évolution vers des maladies d'Alzheimer. Donc prendre soin de sa santé cardiovasculaire, c'est aussi finalement prendre soin de sa mémoire. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Et alors, le classement. Eh bien, Pauline est toujours en tête, hein. Cette fois-ci suivie par Nerf, qui est un tigre aussi, décidément les tigres ont la cote, et par Eléa. Alors, je vous recommande les travaux de notre laboratoire, service de psychologie cognitive et neuropsychologie, si la réponse d'Isabelle vous a intéressé. Et je vous recommande particulièrement l'ensemble des travaux dirigés par Isabelle, qui est spécialisée dans la réserve cognitive et comment bien vieillir avec son cerveau. Et c'est reparti. Qui est le personnage représenté ci-dessous ? Est-ce que c'est Olivier Mine, Olivier Giroud, Génial Olivier ou Olivier de chez Carglass ? Évidemment, ceux de ma génération sont avantagés. Il faut bien que ça arrive de temps en temps. Voilà, les réponses s'accumulent. Voyons voir combien de personnes ont reconnu Génial Olivier. Eh bien, beaucoup quand même. C'était donc bien Génial Olivier, personnage célèbre de bande dessinée qui nous fait pas tout à fait changer. Célèbre pour moi. Je lisais Génial Olivier quand j'étais petite. Mais donc, Pauline toujours en tête, suivie par Eléa et Hilo. Et je passe la parole à Marc Demeuse pour nous en dire un petit peu plus. Alors Sandra, c'est pas tout à fait ta génération, parce que Génial Olivier est plus vieux que moi. À vrai dire. Oui. Donc J'étais un peu vintage 63, quand j'étais mais bon, ça devait traîner à la maison. Alors c'est un des personnages qui va durer une trentaine d'années, en fait, chez Spirou. La fin se passe assez mal entre son auteur et Spirou. L'auteur se fait un peu dégager, malheureusement, c'est Jacques Devos. Alors, c'est un des précurseurs des cancres qu'on va retrouver. Hein. Certainement, vous allez, si vous participez à l'atelier, on aura l'occasion de rencontrer d'autres cancres. La notion de cancre est quelque chose de bien installé. Alors, ils ont des caractéristiques. Nous, on s'est intéressé en particulier à ce type de personnage, puisqu'on s'est intéressé à l'école, et la manière de la rendre dans le cinéma et dans la pop culture, ce qui me permet de faire comme Isabelle un placement de produit, hein, un peu déloyal. Donc vous retrouvez dans deux tomes l'école à travers le cinéma et la pop culture, l'école à travers le cinéma et l'école à travers le cinéma et la pop culture, toute une série de productions. Et sur la bande dessinée, si ça vous intéresse, une série sur l'image des enseignants dans la bande dessinée, par un collègue français, des collègues suisses qui ont travaillé sur la déformation comique et le cancre d'une manière un peu différente de la nôtre, et puis une collègue belge, Catherine Stillman, qui s'est intéressée à la représentation très stéréotypée de la classe. On a l'impression que la classe dans la bande dessinée, elle n'a pas beaucoup changé depuis très longtemps, contrairement à Génial Olivier et d'autres camps qui sont vachement créatifs et bousculent finalement une école très, très conventionnelle. Voilà pour Génial Olivier. Alors j'aurais pu être plus cruel en vous demandant, mais quel est, Sandra, le nom réel de famille de Génial Olivier ? Ah, j'allais dire, et le professeur Rectitude, mais non, je ne sais pas quel est son nom de famille. De la branche. Voilà, comme ça, vous êtes encore un peu plus malin. C'est pas facile à placer, mais... Oui, mais voilà, c'était l'occasion et tu l'as saisi. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour la présentation des ouvrages qui sont très intéressants. Et donc, nous revoici prêts pour une question. Généralement, quel est le rôle du cancre dans la bande dessinée franco-belge sur le thème de l'école ? Si vous avez écouté, normalement, vous savez, parmi faire rire le lecteur tout en critiquant gentiment le système scolaire, montrer qu'il ne faut surtout pas aller à l'école, faire peur aux professeurs ou remplacer le héros principal quand il est sous certificat médical. Et voilà vos réponses. Eh bien oui, tout le monde a bien choisi, faire rire le lecteur tout en critiquant gentiment le système scolaire. Je vais repasser la parole à Marc Demeuse, après avoir vu ce classement, avec toujours Pauline en tête. Oh pardon.
Excusez-moi. C'était donc bien à Éline Lejeune, doctorante dans le service, que je devais passer la parole. Je sais pas. Ah oui, on m'entend bien. Donc en effet, sans surprise, c'était la réponse A. En fait, on a souvent l'image du cancre comme étant un personnage qui déteste l'école, qui la rejette à tout prix, qui parfois est malveillant envers les enseignants, alors qu'en fait, le cancre, comme Titeuf, Cédric, Génial Olivier, comme Marc en a parlé juste avant, ou le très célèbre du Cobu, qui a fait l'objet de beaucoup d'adaptations cinématographiques, en fait, ce sont plutôt des personnages qui sont attachants et assez maladroits, qui sont un petit peu le symptôme d'un système scolaire qui est représenté comme étant assez poussiéreux dans les bandes dessinées, où le but finalement, c'est d'avoir des notes. Et pour cela, vont faire preuve de plein de petites techniques, vont beaucoup tricher, évidemment. Et comme je l'ai dit, c'est le symptôme de cette école qui est représentée comme très normative, très rigide, où le but finalement c'est d'avoir des notes à tout prix, et ces cancres ne rentrent pas dans les codes de l'école, et on peut les imaginer un peu comme une critique de ce système scolaire, et ça permet un peu aussi de remettre en question le système éducatif actuel. J'ai pas rendu tout à fait justice à tous les auteurs, parce que Justine avait aussi contribué. C'était donc ceci est un peu le match retour, et de façon assez étonnante, avec une chanson qui avait secoué, y compris l'inspection en France, mais la France, c'est la France, pour manquer l'école, pour louper l'école, qui a fait couler beaucoup d'encre, et donc elle en fait une analyse des échos autour et l'alentour de la réaction sur cette chanson, qui n'est quand même pas une chanson hyper révolutionnaire, mais quand même. Eh bien, merci à vous deux pour ces précisions collégiales. Et ça nous amène à notre question suivante. Parler de mort avec un enfant, est-ce que c'est dangereux? Ça lui donnera des idées tristes. Important, d'ailleurs, il se pose souvent des questions sur le sujet. Inutile, ce n'est pas de son âge, aucune de ses réponses. Je vois que vous êtes assez rapide à répondre à cette question-ci. Ça va nous amener à identifier la bonne réponse, qui est qu'évidemment c'est important. D'ailleurs, il se pose souvent des questions sur le sujet, et je vais passer la parole à Anthony Mauroy, premier assistant en service clinique, pour nous en parler. Oui, le classement il devient un peu lassant, c'est toujours Pauline, hein. Je ne vous en parle plus. Pas de surprise pour le classement, mais pas de surprise pour cette réponse, parce que je pense que vous avez déjà eu des petites raisons pour lesquelles il est important en effet de parler alors de la maladie, mais aussi de la mort aux enfants, parce qu'ils vont se poser des questions. Les enfants, ils sont observateurs de ce qui se passe autour d'eux, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi acteurs, et donc quand il y a un décès dans la famille, ces questions, ces émotions, elles vont apparaître, et de pouvoir les aborder avec des ouvrages justement de littérature jeunesse, ça permet d'utiliser des concepts qui sont adaptés aux enfants, on les a évoqués, mais de pouvoir symboliser avec des personnages. C'est l'idée du roman jeunesse, c'est que c'est un média, c'est un support qui va permettre de s'adapter aux besoins développementaux aussi, en termes de compréhension des concepts de maladie et de mort chez l'enfant. Et donc évidemment que c'est important. Continuons à le traumatiser, mais tant qu'on les traumatise de cette façon, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Merci. Pas de placement de produit ? Petit placement de produit. Tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau. On a fait une petite revue des ouvrages en fait, de littérature jeunesse qui abordent le concept de mort parentale spécifiquement. Et donc, en effet, on a recueilli, on a pu mettre en avant 30 ouvrages qui abordent ces concepts. Alors, avec des personnages anthropomorphisés, mais aussi des personnages humains. Et on aura l'occasion de vous parler de tout ça dans notre atelier tout à l'heure. C'était un double placement de produit. Merci beaucoup, Anthony. Ça nous amène à la dernière question, je pense. L'irréversibilité de la mort, ça veut dire que seuls les renards des livres sont éternels, les méchants meurent toujours à la fin, les gentils aussi, un peu tout ça. Alors, quelle va être votre réponse à cette question ? Ça augmente, ça augmente. On va bientôt voir comment. Alors, et oui, tout le monde a un petit peu botté en touche et a bien fait en choisissant un peu de tout ça. Et je vais passer la parole à Justine Gauque, chef de service de psychologie clinique, pour nous en parler.
Mais oui, comprendre la mort, c'est un travail compliqué pour les enfants. C'est un travail qui va passer par l'acquisition de plein de caractéristiques différentes, des caractéristiques d'universalité, ça arrive à tout le monde, des caractéristiques d'irréversibilité, finalement, on meurt pour toujours et on ne revient pas. Les tout petits, vous les connaissez peut-être, face à un décès, nous demandent parfois il est mort pour combien de temps et quand est-ce qu'il va revenir. Et comprendre que ça dure, c'est aussi l'apprendre au fil du temps, c'est l'apprendre quand soi-même on est mieux repéré dans le temps. Il y a plein d'autres caractéristiques, celle de la causalité, finalement, on va pouvoir relier un décès à une cause, alors une maladie parfois, mais aussi parfois le temps qui passe et la vieillesse. On a une jolie formule parfois qui dit que certains sont morts quand ils ont arrêté de vivre, et je pense que c'est une très bonne réponse pour les enfants. On vous parlera de ces caractéristiques et on a essayé de travailler dans l'article qu'on vous a montré à comprendre comment justement les auteurs jeunesse vont mobiliser ou pas ces concepts pour permettre aux enfants de comprendre, de donner du sens à ce qui est en train de se produire autour d'eux. Merci beaucoup pour ces précisions. Et le moment tant attendu. Roulement de tambour, voici le classement. Et en 3e place, Ilo. En 2e place, Eléa. Et en 1re place... Et... c'est effectivement Pauline, bravo. Voilà. Et Pauline va venir ici en bas et se faire remettre le cadeau par mon magnifique accompagnant. Félicitations, bravo Pauline. Oh, on applaudit Pauline. Et ceci conclut notre caout. Et je vais repasser la parole à Isabelle Simoes-Loureiro. Oui, voilà, ça conclut le caout. Bravo, Pauline. Peut-être qu'on peut ouvrir maintenant la discussion avant la pause café. Donc, si vous avez des questions à poser, que ce soit à Michael, Marc, Éline, Justine, Evelyne ou moi-même, eh bien, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant. Sinon, donc, nous aurons les ateliers ensuite, après une petite pause café. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Vous êtes timide ce matin. Ne soyez pas timide. C'est la première. Est-ce que vous avez... Oui, une question. Merci. On va vous apporter le micro. Tout d'abord, merci pour ces échanges vraiment de qualité. Je me demandais si vous aviez rencontré des jeunes lecteurs de votre livre dans le cadre d'une présentation dans une classe, par exemple, et quelles avaient été leurs réactions. J'en rencontre très souvent en France, très très souvent. Je dédie à peu près 3 mois de mon année à des rencontres scolaires pour accompagner des projets. Alors il y a des projets qui vont rester au sein de l'école, d'autres qui vont être intergénérationnels avec des EHPAD et des foyers. C'est vraiment très riche. Ça dépend aussi de la personnalité de l'enseignant. Et pour la toute première fois, hier, j'étais dans une école belge. Hier, j'étais à Liège, où j'ai passé... Et alors, c'était super intéressant, parce que c'était un projet d'école. Donc, je suis allé vraiment, alors je dis pas de bêtises, de la première à la 6e. Et c'était absolument incroyable, parce que j'ai été accueilli par des tout-petits qui avaient été sensibilisés sur la forêt, l'oubli, pas encore. Mais ensuite, j'ai pu voir à quel point ça les touchait, comment ça résonnait. Et c'était ultra intéressant parce que il y a un autre enjeu qui est l'enjeu de la lecture. C'est surtout, plus que la sensibilisation, plus que le sujet, c'est surtout pour ça qu'on se déplace. Parce que je pense que l'enjeu est le même en France qu'en Belgique, mais en 6e, 5e, 6e primaire, et nous en CM1, CM2, on a tellement envie qu'ils continuent d'être lecteurs et d'être émerveillés à l'arrivée au secondaire. Donc l'avenue de l'auteur est ultra importante pour désacraliser le livre, pour montrer que tous les auteurs jeunesse ne sont pas décédés. on est là, on est encore là. On peut discuter avec eux, que le livre n'est pas un bien précieux, intouchable, même si je suis moi-même très rigide avec mes livres et que je n'écris pas, je ne corne rien, mais qu'ils ont le droit. Mais déjà, oui, ça c'est le premier enjeu. Et parmi les réactions les plus belles que j'ai eues en classe, moi je retiendrai toujours celle de cette petite fille qui
j'avais dans le groupe ce jour-là un adulte un peu réfractaire à ce livre qui se disait qu'il n'avait pas tellement envie de le conseiller, ce livre, parce que lui, personnellement, il avait projeté des choses assez négatives et le trouvait trop adulte pour l'enfant. Et une petite fille est arrivée en me disant « Ah, je veux vraiment que tu me le signes ». Et j'étais là « Oui, c'est vrai, tu l'as aimé ». Et donc, il y avait cet adulte à côté qui était très dubitatif. Et il dit « Mais qu'est-ce que tu as aimé, toi ?» Et bien, il dit « Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une belle histoire d'amour. Savoir que même après la maladie, il y a un petit bonhomme qui cherche la personne qu'il a aimée toute sa vie. Et c'est ça qui m'a plu. Et donc, que même l'amour peut résister là où la neurodégénérescence a voulu l'effacer. » Encore un beau message. Merci Mickaël, merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public où tout le monde a très envie d'aller prendre une tasse de café? Il semblerait que oui. Alors, on va clôturer maintenant les échanges. Et je remercie encore une fois Mickaël, mais également les collègues pour cette première partie de la matinée. Merci beaucoup.